Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve ce soir pour une nouvelle émission de Golasso TV. On va faire une émission assez courte aujourd'hui, on reviendra sur les matchs qu'il y a eu lors de la journée précédente. Donc pour m'accompagner ce soir, on a Mathieu. Comment tu vas, Mathieu? Salut Alex, bonsoir à tous nos auditeurs, ça va plutôt bien. Après une petite victoire tranquille après cette semaine dure et chargée. On a aussi Jordan. Comment tu vas, Jordan? Cette fois, je t'ai pas oublié. Enfin, ça va et toi? De toute façon, moi ça va bien, on vise toujours la deuxième place, tu connais. Bah ouais, ce soir match important. On a aussi Tone. Comment tu vas, Tone? Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Alex, et tout va bien pour aujourd'hui, ravi d'être là comme d'habitude. T'as bien la reprise du taf? C'était nul, mais c'est important de remplir le frigo. Ok, c'est bon, on envoie ça. Et enfin, on a Kevin. Comment tu vas, Kevin? Bonsoir Alex, bonsoir à tous, ça va très bien et toi? Ça va. Content de t'es proche du titre, non? Tu dois être content. Oui, on ne peut mieux, très bien, très bon week-end. On ne peut mieux, on dirait, il va se suicider. Je pense que c'est plutôt toi. Ouais, plutôt toi, Tone. Donc on va revenir on va commencer par Benfica qui a repris un peu de ses défaites. Donc on a Benfica qui a gagné 3-1 face à Boavista. Match moyen, on a vu un peu de mieux, notamment lors des transitions défensives. Il y avait un peu plus de pressing que d'habitude, mais dans le jeu, ça restait quand même très moyen. Encore un but sur coup de pied arrêté. Tone, je te laisse parler de ce match-là. Ouais. Alors, c'est une petite victoire, c'est toujours bien parce qu'on n'était plus habitué à la victoire, on va pas se mentir. Globalement, c'est un match réussi, mais effectivement, il n'y a pas eu de grand changement. De toute façon, c'est pas une surprise non plus parce que, comme il l'a dit lui-même, Verismo en conférence de presse, en 4 jours, tu peux pas révolutionner grand-chose. Et puis, il a aussi dit lui-même, comme on l'a dit la semaine dernière, qu'il suivait les idées de l'âge, c'était son adjoint de base. Donc on n'a pas eu de grande révolution. Il a opté pour Seferovic devant avec Chiquinho qui a été récompensé de son bon match précédent du coup, qui a été intéressant aussi sur ce match-là. Servi à gauche, Tarab était toujours blessé, donc on a eu droit à Weigl et Gabriel au milieu, avec Gabriel qui a fait un gros match, qui a été crédité de 2 passes décisives, même s'il y en a une qui n'existe pas, mais du coup ça reste un but et une passe D, donc ça reste un gros match pour un 8. Weigl toujours très solide, ça commence à enchaîner les bons matchs. Voilà, on prend un but encore une fois sur coup de pied arrêté. Je pense qu'on était tous au courant avant même le match, et je pense qu'au prochain match on en reprendra un, et jusqu'à ce que je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre à dire? Boavista sur certaines phases de jeu intéressant, qui faisait pas le poids de toute façon. Qu'est-ce que je peux rajouter? André Almeida qui a mis un but dans un angle un peu fermé que Seferovic n'aurait pas été capable de mettre. Je sais pas si vous en avez pensé, vous avez vu le match, si vous avez des choses à rajouter, mais ça a été une victoire sans plus, quoi. Ouais, comme tu dis, moi ce que j'ai remarqué en ayant vu vite fait le match ensuite en rediffusion, c'est quoi? Il y a eu notamment au pressing, il y avait du mieux quand même. C'est vrai qu'on a vu les joueurs beaucoup plus investis, notamment à la perte de balle. Et dans l'attitude, ouais, c'est vrai que c'était quand même mieux, mais ça reste pas. Mais ça reste léger, ouais. Ça reste pas le grand Benfica qu'on a pu voir la saison dernière. On a quand même hâte que la saison se termine. Ouais, on a vu aussi un bon Nuno Tavares qui a été un peu mieux, je pense, sur ce match-là que lors du précédent. J'ai trouvé personnellement, notamment défensivement, il était quand même un peu mieux. Après, à ses côtés, il y avait un Jardel qui est quand même bien meilleur que Ferro cette année, donc c'est pas étonnant. Et oui, voilà, après, il y avait un bon Gabriel. Donc voilà, il n'y avait pas grand-chose à dire sur ce match-là. Voilà, Benfica, je pense qu'ils vont finir la saison comme ils vont, du mieux possible, mais on verra pas un grand Benfica. Non, je pense pas non plus. Là, c'est juste la fin, c'est histoire de terminer. On essaie de terminer sur une bonne note. On sait qu'on sera pas champion parce que Porto le sera d'ici la fin de semaine. C'est vraiment nul un peu parce que cette deuxième partie de saison a été vraiment atroce pour nous. Surtout que la première était pas trop mal, mais du coup voilà, là alors qu'il est, on n'a plus trop d'espoir pour le titre, on va pas se mentir, il faut aussi être objectif et réaliste, et du coup ouais, c'est une petite victoire contre Boavista. On a revu un bon Pizzi, on a revu quelques bonnes choses qu'on ne voyait plus depuis un moment, mais ça reste pas folichon, et ça vraiment ça annonce juste la fin de saison quand on sent que c'est la fin de saison et ça va se terminer tranquillement, Porto va être champion et voilà. Après, moi, je vous ai trouvé particulièrement faible à 0-0. Après, c'est toujours dur à dire parce qu'on n'a eu que 20 minutes à 0-0. On ne sait pas comment ça va continuer, etc. Je suis pas si d'accord. Honnêtement, jusqu'à l'ouverture du score qui vient un peu de nulle part, je vous ai trouvé incroyablement faible. C'est-à-dire que pendant 10 minutes déjà,
contre une équipe aussi nulle que Boavista offensivement, vous n'avez pas passé le milieu de terrain. Enfin, moi, en fait, ce qui me choquait surtout, c'était que c'était contre Boavista qui est réputé pour être juste un bus cette saison, pardon, Ouais. et être particulièrement faible offensivement. Et pendant 10 minutes, 15 minutes, on aurait carrément pu croire qu'ils étaient bons offensivement. Alors qu'on va pas se mentir, devant, c'est du Poligno qui était tout juste moyen avec le 23 de Sporting. C'est très, 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 très poussif et moyen. Et votre entame, Pas elle Poligno était qui était devant. particulière. Non, mais devant, quand je dis devant, c'est-à-dire Oui. joueur offensif, si tu préfères. Ouais. C'est pas un attaquant de porte. Et du coup, je vous ai trouvé très, 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 très poussif. Après, comme c'est peut-être dit moi qui me Alex, contente de. Excuse-moi de te bah, couper, c'est peut-être- en fait, c'est surtout ça. peu, C'est tu que vous vois. sortiez de tellement catastrophique Ah, c'est clair, que voilà. je pense le moindre truc positif fait du bien. Mais quand tu compares au Benfica que tu as pu voir à n'importe quel moment, même Oui, à la bah fin de Vitalia, etc., c'était moins pire que ça, je trouve. Allô? Ouais, Ah, Tony, t'es parti, ça a je crois. coupé. Ça a Ouais, coupé. je pense que Tony Ok, est connecté. y a pas de T'es là, souci. Tony? Ah, Je suis là, je suis là. Ok, ok. Ok, excusez-moi. Du coup, je disais que ouais, ça n'a pas été fou. Alors effectivement, on a peut-être des standards, on a revu nos standards clairement à la baisse vu les dernières prestations. Effectivement, le début était un peu poussif, mais quand je vois les débuts de match des précédents matchs, je me dis qu'il y a quand même eu du mieux, tu vois. Et bon, après, c'est assez triste à dire hein, vu notre niveau général de base, enfin le niveau auquel on nous attend, du moins. Mais du coup, ouais, c'est encore une fois, c'est une petite victoire. Du positif, c'est bien que pour la première de Velis, même si je pense pas qu'il va rester longtemps, ce soit une victoire. Et on croise les doigts pour le titre. Non, je rigole. Mais ouais, du coup, ça a été positif et voilà. Bah, après, de toute façon, vous allez vite être fixé. Vous jouez Famalicão, vous jouez Guimarães. Donc, bon. Bon, on va vite être fixé surtout avec Porto qui va gagner ces deux prochains matchs. Et ce prochain match, même, ça va être. C'est toujours la même chose. Faut pas non plus se chier au point de tout perdre parce que Oui, Sporting reste derrière, etc. J'y Après, crois pas. Sporting est à 9 points et ne va pas gagner ce soir. Donc, Non, mais voilà. Non, mais de toute façon, on en rigole, on en parle en off, etc. J'y crois pas une seule seconde, mais il faut quand même pas non plus qu'il fasse Bien sûr, n'importe quoi ouais. et que parce que on a tellement vu de n'importe quoi que évidemment. si tu continues dans la même direction, Et- le pire est possible, quoi. Il y a une finale de Coupe du Portugal quand même encore à jouer d'ici le 1er août. Donc, il ne faudra pas non plus qu'il y ait une démobilisation générale pour les 4-5 derniers matchs du côté de Benfica pour aller à la Coupe du Portugal totalement démobilisé. Après, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer d'ici là. D'ici la Coupe du Portugal. Tu penses que Verissimo ne sera pas sur le banc en finale de Coupe du Portugal? Je sais pas s'il sera sur le banc. La façon dont il parle, c'est juste qu'il sait qu'il va entraîner le lendemain. Oui, c'est vrai. Il n'a pas plus de vision que ça, quoi. Est-ce qu'il y a un seul entraîneur au monde qui accepte de prendre le Benfica maintenant? En vue de la préparation de la prochaine saison, on est début juillet, je sais pas qu'on est le combien. Le 6, je me dis que tu as le temps de terminer la saison, mais rien ne nous dit que ouais, en vrai c'est compliqué quand même de lui-même comme l'a dit Jordan, lui-même il peut même pas prévoir l'avenir parce qu'il sait pas du tout si demain il sera à la tête de l'équipe. Que ça va dépendre. C'est vrai que quand tu penses, c'est assez inquiétant de te dire qu'il va peut-être jouer une finale de tasse. Bon, ouais, certes, ça rattrape pas un titre manqué, etc., mais ça reste une finale. Ça serait quand même, vu la deuxième partie de saison, ça serait un moyen de rattraper la saison, hein, clairement. Mais à l'heure actuelle, si la finale elle se joue demain, on en prend 5 et c'est terminé, hein, on va pas se mentir. Hein. Et alors qu'il est, l'équipe ne va pas bien. Arrête. En vrai, un classico, ça veut rien dire. Ça veut rien dire parce que c'est plus du catch que du football, mais alors qu'il est, il y a clairement une différence de dynamique qui est criante. Genre, je sais pas si. Peut-être que j'abuse, évidemment, mais. Non, t'as vu pas. Pour le 5-0 un petit peu, mais. Oui, non, mais d'ici 3 semaines, il y a encore beaucoup de choses. L'eau va couler sous les ponts. On peut passer au match suivant, du coup. Vous avez quelque chose à rajouter sur Benfica? Je pense qu'on a été. Il n'y avait pas grand-chose à dire. Hein. C'était assez rapide. Donc, on va passer au deuxième club qui a changé d'entraîneur au cours de cette semaine. Il y a donc Custodio qui a démissionné de son poste, qui a été remplacé par Arthur Georges, qui a fait des bons débuts. 4-0 pour son premier match contre Aves, qui a modifié un peu la tactique de Braga jouant 4-4-2 lors de ce dimanche soir. Et donc voilà, donc Mathieu, qu'est-ce que tu en as pensé un peu de cette première, toi? Tu as été un peu surprise, tu as été agréablement surprise, tu as été déçu. Voilà, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Ouais, je vais parler d'abord du match face à Aves et après on revient un peu sur cette semaine parce qu'il n'y a pas eu que le match face à Aves, il y a eu quand même une semaine très chargée du côté de Braga et encore une semaine compliquée au niveau de. Enfin,
au niveau des entraîneurs, comme vous le savez. Sur le match d'Aves, ouais, j'étais très pas eu surpris, mais heureux de la victoire, parce que ça fait toujours plaisir de gagner avec la manière, face à une équipe qui a bien commencé son match, les 5 premières minutes, avec ce poteau, sur un coup de pied arrêté, et ensuite Braga a déroulé avec lui ce 4K2, qui était vraiment très similaire à ce que faisait Arthur Georges au niveau de son équipe U19 cette saison, c'est-à-dire d'avoir au moins un des membres du double pivot, et ça a été soit André Horta qui a touché énormément de ballons sur ce match-là et qui a été très actif et qui est souvent descendu entre les centraux pour à la fois être ce troisième défenseur central, mais à la relance il n'y avait tellement aucun pressing du côté d'Aves que c'était très facile pour lui de maîtriser le jeu à la relance, avec un Paling qui était un peu plus haut et qui était seul en sentinelle, et une ligne de 4 avec donc voilà ce changement qui était de devoir refonter aux côtés de Paulinho, avec donc Ricardo Horta et Trinquant, à la fois un peu dans l'axe, à la fois un peu entre les lignes, avec pas mal de mouvements, beaucoup de mouvements de profondeur, notamment de la part de Paulinho sur ce match, et c'est seulement en deuxième mi-temps que Braga enfin a mis voilà, 49 minutes à marquer ce but, qui ensuite généralement voilà, quand à domicile face à ce genre d'équipe, qui en plus voilà, avec qui était déjà éliminé, enfin qui est sûr de descendre en deuxième division, et qui est même déjà sûr de finir dernier, il me semble. Donc oui, il y a eu une démobilisation générale du côté d'Aves, et Braga a continué voilà, à enchaîner les buts avec voilà, du très bon mouvement, notamment sur le deuxième but avec cet appel en profondeur de Paulinho encore, qui a fait un match qui est revenu depuis que j'ai dit que c'était son frère qui joue depuis la reprise. Il a marqué 4 buts, donc c'est gentil de sa part. 14 buts en championnat, 22 buts toutes compétitions confondues, donc ça a été une performance digne de sa très belle saison poste d'avant-centre. Et voilà, ça a été un match au final plutôt facile du côté de Braga, qui en plus a eu la chance de voir Rio Ave perdre hier face à Gil Vicente, et donc reprendre 6 points sur Rio Ave, garder 5 points sur Famalicão. Et oui, on regarde un peu vers le bas, puisque voilà, il y a eu ce match face à Rio Ave en semaine dernière, on n'a pas pu en parler dans Golasso, puisque les deux matchs se sont joués avant ce lundi. Un match incroyable, un match pour les supporters de Braga un peu moins, mais pour les amoureux du football et qui regardaient ce match, ça a été un très beau match. La première mi-temps était un très très bon match de foot. Voilà, après, il y a une équipe qui est Rio Ave, qui est sûr de ses forces et qui connaît son football, et qui malgré les 2 buts de Braga en tout début de match lors de ce match, ça a été un récital footballistique selon moi, avec énormément de mouvements, et un Gelson Dalla en grand sur ce match. Il est à l'origine des 2 buts, des 2 premiers buts, et il marque le troisième, donc pour revenir à 3-2 en même temps. Et après, voilà, il y a cette deuxième mi-temps où Braga domine et arrive à marquer ses buts à la 80e sur la tête de Paulinho, et il y a encore ce penalty. C'est à l'image de la saison de Braga, parfois c'est assez incroyable ce qui arrive avec l'arrêt de Matheus Savon, puis un penalty sur cette main qui a été vraiment une main ou l'épaule de Rolando qui entre en plus 5 mi-temps. Voilà, c'est un peu le résumé de la saison de Braga. C'est un match qu'il fallait pas perdre pour la lutte pour la 3e place, c'est un match que Braga a perdu. Cousteau est parti, c'était ma crainte, c'est-à-dire que il est arrivé tellement à un moment spécifique, c'est-à-dire au mois de mars, et en plus quand il est arrivé on n'était pas sûr c'était pas encore certain qu'il allait avoir une interruption de presque 3 mois, donc tu pouvais pas le nommer en tant qu'intérimaire, donc tu étais forcément obligé de le nommer en tant que vrai entraîneur, et que si ça se passait pas bien, tu ne pouvais pas le garder parce que tu n'allais pas le rétrograder dans ton organigramme. C'est ce qui s'est passé, et donc voilà, les choses se sont... Ok, du coup Mathieu, il y avait une question dans le chat justement de quelqu'un qui disait: est-ce que Custodio quitte Braga ou il reprend son poste chez les jeunes? Officiellement, il quitte Braga. Il n'est plus dans l'organigramme des jeunes, tout simplement parce qu'il n'y a plus de poste. C'est qu'on on va pas non plus le renvoyer en U17. Ce serait quand même et je suis pas sûr que lui accepte de repartir en U17. Je sais même pas si on lui a proposé d'ailleurs. Il y a déjà un coach actuellement pour U17, c'est le coach qui l'a remplacé à l'époque, Pedro Pires. En U19, on a pris un ancien très grand défenseur de Braga qui s'appelle Moses, et qui va commencer sa carrière d'entraîneur au sein du U19, donc ce poste-là est déjà pourvu. En U23, c'était Arthur Georges qui devait être promu en U23, et qui va faire donc les 5 derniers matchs à l'intérim. Et donc là, c'est vraiment un intérim, et c'est clair, il n'y a pas eu de présentation d'entraîneur, il y a eu un seul communiqué en disant que jusqu'Arthur Georges prendrait l'entraînement et les 5 derniers matchs jusqu'à la fin de la saison. Donc oui, c'est clairement un intérim de la part d'Arthur Georges, sauf que 5 matchs en arrière, quand il reste que 10 matchs, c'était peut-être très difficile de nommer un intérimaire. Et Mathieu, oui.
Est-ce que tu penses vraiment que c'est l'intérim ou s'imagine il finit la saison en bourre, il te fait 5 victoires de suite avec des très beaux scores, du très beau jeu, il y a une possibilité qu'il continue? Je suis pas certain. Je sais pas le problème de ces 5 matchs, c'est que tu as 4 matchs quand même face à des équipes relégables, enfin des équipes qui jouent le maintien, pardon. Notamment, tu as eu Aves qui était déjà relégué. Là, on va affronter Passos à Passos, qui est une équipe en forme en plus. On va recevoir Belenenses, on va aller à Tondère, donc on va vraiment affronter 3 candidats pour ne pas descendre en deuxième division cette année. Puis il y a le dernier match face à Porto qui peut déjà valoir, tu vois, pour des prunes. Braga peut déjà être 4ème et Porto ce sera sûrement déjà champion à ce moment-là. Donc ce sera très dur quand même si ce sera très dur quand même pour moi de juger ce qu'il est capable de faire sur ces 5 matchs avec d'ici là peut-être vraiment des matchs qui vont avoir une importance très variable en fonction de la saison de certains clubs qui peut déjà finir ou pas, et peut-être même notre saison pourra déjà être finie avant une ou deux journées de la fin. Donc voilà, c'est un entraîneur on l'a interviewé sur Golasso, c'est un entraîneur que j'adore son travail chez les jeunes depuis 2 ans. C'est une vraie légende à Braga, hein. Ça a été un défenseur qui était une vraie légende de la fin des années 90, des débuts des années 2000. C'est quelqu'un qui est ultra apprécié au sein du club. Est-ce que c'était, voilà, on peut se poser la question, est-ce que c'était peut-être lui qu'il fallait nommer il y a 5 jours de la fin? Ça, c'est peut-être possible. Ça, faut demander au président. Ça, je peux pas te répondre. Vraiment, c'est compliqué de se mettre à sa place. Pourtant, moi, à l'époque, je me disais il fallait une figure une figure du club, une figure qui représente un peu le club dans ce moment où on a l'impression de se faire trahir par un des nôtres, parce que Ruben Amorim, il avait quand même joué du côté de Braga, il était déjà un joueur apprécié du côté de Braga, il était encore plus un entraîneur avant de partir. Donc il fallait une figure un peu qui rassurait les supporters. Arthur Georges aurait pu être tout autant cette figure, parce qu'il est tout autant une légende, voire même plus que Cousteau en tant que joueur au sein du Sporting Club de Braga. Donc oui, ça a peut-être été une erreur, peut-être que ça a été trop tôt pour Cousteau, ça a été sûrement trop tôt pour Cousteau d'arriver au club. Maintenant, c'est vrai que son départ total du club, oui, fait très mal, parce qu'il a quand même pris le risque de prendre le club dans un moment très compliqué, c'est-à-dire au mois de mars, où là, par exemple, il avait pas les clés, il pouvait même pas faire de mercato, il pouvait même pas changer l'effectif. C'est un des grands reproches que j'ai souvent fait à Amorim quand il est parti, c'était d'être parti à ce moment-là, en sachant qu'il a eu le temps de faire quand même son petit micmac à la fin quand il gagne la Coupe de la Ligue, c'est-à-dire notamment de laisser partir 2 joueurs qui pouvaient jouer au poste d'arrière à gauche, qui étaient Cajou et Murillo, et de faire en sorte que Pedro Amador soit la doublure de Sequeira. Sauf que c'est lui qui a choisi, et que Pedro Amador a fait un bon match face à Aves, mais ce n'était que face à Aves. Et quand il a affronté Rio la semaine dernière, étant donné que Sequeira a été blessé, il a clairement démontré qu'il n'avait pas encore le rendement nécessaire pour jouer ce type d'adversaire européen, comme peut l'être Rio sur ce match-là. Donc il a pas pu faire son mercato, il a pas pu faire son effectif, il est tombé dans une période compliquée, et c'est vrai que c'est très dur c'est encore plus dur de se faire virer. On ne sait pas s'il se fait virer, d'annoncer sa démission au plein milieu d'un communiqué qui traite de l'arbitrage. Donc oui, c'est frustrant pour lui, et voilà, on va essayer bien sûr de finir cette saison de la meilleure des manières possibles, c'est-à-dire assurer l'Europe et voir pour la saison prochaine, voir quel coach arrivera. Mais je suis pas certain que Arthur Georges continue à la tête de Braga, loin de là, et je pense qu'il n'a pas assez de matchs pour prouver toute sa valeur d'ici là. Après, juste pour revenir là-dessus, de toute façon, je n'y crois pas une seule seconde, pour une simple raison, c'est que la saison prochaine est beaucoup trop importante pour la 3e place, vu qu'il y a le retour de la 3e place européenne. Braga peut pas miser tout sur un entraîneur, enfin peut pas faire un pari, en fait, tout simplement. Braga doit mettre toutes les chances de son côté pour avoir enfin cette 3e place, et justement avoir la possible qualif en Ligue des Champions qui vous ferait énormément de bien. Donc de toute façon, dans tous les cas, aucun des 3-4 gros, selon comment on les appelle, ne fera un pari l'année prochaine. Ça, je mets ma main à couper. Et surtout que si on prend les derniers changements d'entraîneur, ils ont toujours été faits à des moments très compliqués. Enfin, à part celui de Ruben Amorim qui arrive avant la trêve d'hiver, et donc il a eu un peu de temps pour travailler, plus il a eu le mercato, donc le changement était au bon moment, mais c'était un changement voulu, parce que tu fais partir Ricardo Sapinto. Mais quand Ricardo Sapinto arrive, il arrive déjà, on se souvient, à un moment très compliqué, c'est-à-dire le 1er juillet, un moment où il n'y avait plus d'entraîneur sur le marché, tout simplement, presque pour entraîner Braga. Elle est partie vraiment tard, et là encore tu perds un entraîneur, Ruben Amorim, au mois de mars, juste avant le confinement, donc encore un moment très très compliqué pour nommer un entraîneur. Quel entraîneur va arriver au mois de mars pour finir la saison? Donc là, tu vas avoir l'opportunité de choisir ton entraîneur avant la pré-saison. Et donc là, bien sûr, on attend quand même. Tu as les conditions pour choisir un entraîneur, l'entraîneur que tu veux, tu auras le choix à peu près. Donc
Donc oui, on attend le nom et on attend de voir et c'est quasiment sûr qu'il y aura un nom et on attend de voir quel nom va être choisi de la part du président. Voilà, l'année dernière, ça parlait de Carlos Carvalhal et ça reste toujours mon premier choix, comme vous le savez. Dans la presse, ça parlait de Juan Pedro Sousa, entraîneur Famalicão, et ce serait aussi un choix plutôt satisfaisant de la part je pense, pour tous les supporters de Braga. Bah après, de toute façon, dans tous les cas, généralement, vous vous trompez très très rarement ces dernières années, quoi. Ça, sur ce point-là, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Enfin, les choix des coachs étaient réfléchis, et même le Casa Pinto, comme tu dis, qui est fait en juillet, etc., c'était du très très court terme, et c'était assumé que c'était du court terme pour se qualifier en Europe, tout simplement. Donc, pour moi, de toute façon, il n'y aura pas de... Enfin, je sais qu'en gros, vous n'aurez pas Pesero ou je ne sais qui, quoi. Enfin, je vais porter l'œil, ils vont annoncer Pesero. Oui, c'est l'une des erreurs de casting ces dernières années, c'est d'avoir pris Pesero juste après Fonseca en 2016. Donc, on peut pas tout le temps... On est d'accord que les présidents font des erreurs. Tu remplaces une fraude par une fraude, c'était pas une erreur. Hein. Et toi, je vais te tuer. Ah bah, Simon qui a été un peu que j'ai pas trop compris le choix de Georges Simon, je sais pas ce qu'on pensait toi, mais bon ça. Georges Simon c'était la hype à l'époque, c'était un peu la hype du côté de Chaves, donc c'était raté mais c'était pas bête en soi. Non, c'était raté. Voilà, après sur cette saison-là, ça a été enfin on a très mal géré l'après Fonseca. On a eu besoin d'une vraie saison de transition, la saison 2016-2017, on avait besoin après il y a beaucoup de cadres qui partent après cette saison-là parce qu'on a très très mal géré l'après Fonseca, on a limite espéré que Rafa resterait à l'époque et au final Rafa part pas et on n'a pas de remplaçant ni pour Rafa ni pour Boli, donc ils partent à l'étranger du mercato, donc c'est une saison qu'on avait très mal gérée, on rate des saisons aussi comme tout le monde. Mais oui, c'est vrai qu'à l'époque ça avait été mal géré. Mais Simon à l'époque c'était plus choquant en P0 et Simon c'était le coach de un peu la hype qui venait de faire une bonne saison il me semble à Passos et qui était arrivé à Chaves et qui avait fait du bon travail à Chaves jusqu'à là, et après Chaves en plus fera pas une saison moins bien que une deuxième partie de saison moins bien que sa première partie de saison à l'époque, donc oui, après il a démontré par la suite aussi qu'il a pas non plus mieux réussi à Braga qu'à Boavista, c'est pas non plus très bien terminé. Mais en soi, c'était un pari à faire. C'est comme l'ami Miguel Cardozo de Tone, quoi. C'est des coachs, quand tu les prends, ils ont un certain CV, séduisant. Au final, ça se passe mal, mais bon, tu pouvais pas prédire avant de le prendre que ça allait mal se passer à ce point-là, quoi. Enfin, pour moi, en tout cas. Moi, ça m'avait pas choqué que Braga le prenne. La comparaison est bancale, je trouve, mais ouais. Bah, si, ça reste deux coachs assez... Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais en vrai, le CV de Miguel Cardozo, c'est pas non plus... À part, il a une bonne équipe qui avait un joué, quoi. Et Nantes, ça jouait bien, mais ça finissait pas, quoi. Simon, c'est pareil. Ça durait longtemps. Chaves jouait bien, en gros. Ouais, ok. Et je t'ai pas dit que c'était des CV pour signer au Real. Hein. Ah non, clairement pas, de toute façon. C'était des CV pour jouer soit dans un milieu de tableau portugais ou soit dans un Braga Guimarães, quoi. Mathieu, en vrai de vrai, Miguel Cardozo, tu le prends pas, là? Je sais, le problème de Miguel Cardozo, personnellement, le problème de Miguel Cardozo, c'est que je sais de source sûre que quand il est parti de Rio Ave, il avait aucune intention de signer à Braga parce qu'il pensait qu'après Rio Ave, il méritait bien mieux que Braga. Donc à partir de là, pourtant c'est un club. Est-ce que tu penses pas qu'un homme peut avoir droit à l'erreur et revenir? Oui, non, mais bien sûr. Après, bien évidemment, c'est juste ça. C'est que c'est pas l'homme le plus modeste du monde, hein, on va pas se le cacher. Notamment sur certaines interviews à la fin de son époque à Rayov. Donc c'est pas. C'est un entraîneur en tout cas sur le profil tactique niveau jeu. C'est un entraîneur qui est séduisant et qui d'un retour au Portugal. C'est vrai que c'est même étonnant qu'il soit pas revenu au Portugal depuis pour redémontrer un peu ce qu'il est capable de faire, parce que c'est vrai que ses expériences par la suite, que ce soit Nantes, Celta Vigo ou le Cadenne, lequel il a joué 4 matchs, même pas, sont vraiment des échecs. Et pourtant, il a une équipe comme le Celta Vigo qui n'avait pas des peintres dans son Celta, effectif. Il a pas fait beaucoup de matchs non plus, il me semble. Il en a fait plus qu'à Nantes. Plus qu'à Nantes et plus qu'à largement. Okay. Et il s'est fait virer, il arrive en cours de saison, il s'est viré en cours de saison. 15 pour être précis. 15 matchs, donc c'est quand même important pour montrer si tu es capable déjà de mettre un processus en place. Après, sur ce qu'il a montré à Riov, bien sûr que c'est un coach intéressant. Le truc, c'est que moi, les deux noms, je pense, qui sont en haut des priorités du côté de Braga, c'est actuellement entraîneur Famalicão Jean-Pierre Sousa et Carlos Carvalhal du côté de Rio Ave, et ce sont les entraîneurs qui sont dans une... Si on peut parler de dynamique au niveau des entraîneurs, eux sont quand même sur une bien meilleure dynamique dans leur carrière qu'actuellement que Miguel Cardozo. Après, moi je l'ai dit, si l'âge est, a envie d'entraîner une équipe dans le court terme, moi je le prends si je suis Braga. Après, j'ai aucune idée de s'il en a envie. Après, je suis pas sûr que, tu vois, encore une fois, Mathieu, il parle de dynamique, et au même titre que Miguel Cardozo, effectivement, l'entraîneur de Famalicão et celui c'était qui de Famalicão et Carlos Carvalhal, ouais.
Ils sont clairement dans une meilleure dynamique Ah oui, que bah, ça, l'âge oui, la qui dynamique. sort d'un cauchemar et Miguel Cardoso qui sort de deux mauvaises expériences, très mauvaises expériences pas professionnelles. Donc effectivement, je suis pas Ouais, sûr mais que l'âge soit ça reste la priorité des coups à actuelle faire. d'entraîner au Ça Portugal. reste des coups à faire. Après, t'es pas obligé de prendre un entraîneur qui a une dynamique, c'est aussi ça le truc. C'est dans le même style, t'as aussi Silas. Après, Silas, je le mettrais derrière quand même, mais si t'arrives pas à faire les deux autres, pour moi, un gars Oui, comme c'est- Silas, c'est- par c'est- exemple, on pourrait se pencher dessus. Mais Ah, c'est je suis- si t'arrives pas à faire les deux autres déjà. Non, non, je suis- Mon propos à propos de Sinon, la il y a dynamique, aussi excusez-moi de Ivo vous couper. Viel. Oui, aussi. Ivo Après, Viel aussi, ça peut être intéressant. Ouais, mais Guimarães, Après, il lâchera voilà. jamais mais à Braga. Guimarães, Braga, voilà. Après, il a qu'une année. Voilà, il est vraiment pas sûr de rester. Donc, enfin, il y a eu quand Mais même une polémique. mon propos à propos de Bruno Lage et de la dynamique, c'était surtout que, après ce qui vient de se passer, je doute, après je peux me tromper, qu'il entraîne directement au Portugal Ça, c'est autre il est- chose. et qu'il ait beaucoup de crédit, tu vois. Ouais, ça, c'est autre chose. Je- Et même de son point de vue personnel, je suis pas sûr il est trop Pas sûr que ce envie soit une de- bonne idée, tu vois, parce que même les supporters et tout, ils le voient comme, à l'heure actuelle, comme le mauvais entraîneur qui a fait sombrer Benfica, voilà. Ils ont la mémoire courte, hein, donc je suis pas sûr que ce soit une bonne idée pour lui d'entraîner au Portugal tout de suite, quoi. Après, du côté Bah, de droit. toute façon, s'il se relancera, ce sera au Portugal. Hein. Donc après, dans le court terme, pas court terme, ça c'est une autre question. Mais C'était ça, voilà. Après, du côté de Braga, c'est un entraîneur comme João Pedro Sousa et Carlos Carvalho, ce serait le retour un peu des entraîneurs qui ont fait du bon travail à un niveau en dessous de Braga, c'est-à-dire à une époque, on était allé chercher Conceição quand il était à Coimbra, Paulo Fonseca quand il était revenu à Passos, Jardim quand il était à Beira-Mar, Domingos quand il était à Coimbra. C'était ce genre de Pas transfert. Voilà, où il passe, c'est un peu l'étape au-dessus. Donc ça rappelle un peu ce genre de transfert d'une continuité à la fois pour l'entraîneur et qui apporterait toute sa dynamique en tant qu'entraîneur, comme on l'a vu à l'époque sur les 4 cas que j'ai évoqués. Donc ça rappellerait un peu ça. Après, oui, sur le cas, comme l'a dit Kevin De Bovira, c'est aussi un nom qui est très intéressant, très très intéressant même pour moi qui est un entraîneur que j'adore. Le truc c'est que voilà, on ne sait pas comment ça va se passer du côté de Guimarães, est-ce qu'il va vraiment finir la saison. Il y a quand même une grosse polémique qui est sortie la semaine dernière du côté de Guimarães sur des écoutes illégales faites après le match, après le derby. Donc voilà, c'est vrai que c'est un cas un peu plus délicat, mais oui, enfin, c'est les 3 entraîneurs qui se battent pour la 5e place. Et Carvalho, ça serait une super idée. Hein. Carvalho, ça fait un an que c'est une super idée. Et c'est un entraîneur, si Abel serait parti, on dit que c'est lui qui aurait remplacé. Enfin, Abel aurait pu partir un mois avant son réel départ la saison dernière, et c'était logiquement lui qui devait reprendre l'équipe, et au final, c'est pas lui enfin, Abel est resté, donc il a choisi d'aller à Rio Ave pour tester ses nouvelles idées. Et aujourd'hui, ça semble être ça semble être une évidence. Après, on sait qu'il a une histoire avec Braga un peu compliquée, parce qu'il a déjà entraîné ce club en 2006, que ça s'est pas très bien passé, que c'est le club de sa ville, que c'est le club qu'il a formé, puisqu'il était joueur à Braga, donc il vit encore à Braga en entraîneur, donc c'est vraiment un club qui porte dans son cœur. Et en 2006, ça s'était vraiment pas bien passé, à la fois professionnellement, puisqu'il n'est pas resté longtemps, et personnellement, selon ses dires. Donc voilà, après, ça fait 15 ans, et aujourd'hui, on a l'impression que c'est un peu le mariage parfait. Est-ce qu'il en a vraiment envie? Ça, c'est une autre question, mais en tout cas, il s'entend très bien avec le président Antonio Salvador, et comme je le répète, ce serait un choix idéal, et je pense qu'on en parlera peut-être selon notre projet de faire un peu notre directeur sportif pour chacun de nos clubs, et ce sera forcément mon top 1 si on peut dire ça comme ça. Et pourquoi pas, il cherche aussi un entraîneur d'une seconde division. Enfin, on sait qu'il y a des entraîneurs. Après, il y a Vasco Seabra qui va signer sûrement à Boavista. Mais C'est ça. peut-être Luis Frère, est-ce que tu peux aller chercher? Peut-être, on ne sait jamais. Ce serait peut-être intéressant pour un club comme Braga de chercher ce type d'entraîneur aussi, comme ils ont fait un peu avec Ruben Amorim. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que ce genre d'entraîneur, pour moi, et pour chance pour le club, doit d'abord aussi prouver aussi en équipe en Liga Noche avant. C'est-à-dire que tu prends tous les entraîneurs qu'on a évoqués, à part certains comme Conceição qui ont directement commencé en première division. Tu as eu des Paulo Fonseca, tu as eu des Orlando Jardim qui sont montés qui sont en quelque sorte montés en première division lors de leurs premières expériences, et qui ont performé avec leurs équipes, et qui n'ont pas du tout joué le maintien, mais qui ont aussi montré des choses en termes de jeu. Enfin, je pense que pour prendre un Luis Frère, est-ce que ça va actuellement, il faut qu'ils démontrent aussi qu'ils arrivent aussi à mettre leur processus en place avec une équipe d'un niveau inférieur, et après ensuite venir Braga. Mais c'est des coachs qui, s'ils arrivent à passer ce cap, seront très très intéressants pour un club comme Braga d'ici 1 ou 2 ans. Pour moi, j'en suis convaincu. Ok, donc on va passer au match qui a eu lieu hier soir aussi. Porto qui a gagné 5-0 contre Belenenses, qui s'est rendu à tâche facile. Bessade, ouais. Donc c'est un match qu'il fallait gagner, absolument, parce que Benfica avait gagné, et donc ils étaient revenus à 3 points. Porto a gagné le match, ils ont fait ce qu'il fallait faire.
et de belle manière, surtout après l'entrée de Fabio Vieira. On a vu du beau jeu sur les 20 dernières minutes de la part de Porto. Donc Kevin, je ne sais pas ce que toi tu en as pensé, mais c'était pour une fois agréable de voir jouer ce Porto-là. Ouais, donc bah, là je vais revenir sur le match. Après, ça a nuancé parce que j'ai trouvé quand même c'était un début de match surtout assez poussif. Bah, dans le jeu surtout, à l'image des derniers matchs, que ce soit Boavista, Avch ou Passos, même si on marque dès le début du match. Dans le jeu, c'était assez poussif quand même au début du match. Même si on avait quand même une domination du FC Porto dans la possession, comme d'habitude. Mais j'ai trouvé quand même il y avait beaucoup de déchets dans le jeu, à l'image de Alex Telles, qui a raté un nombre de passes au début de match quand même assez affolant pour un joueur de son Telles, niveau. parce qu'il a l'air cuit physiquement, quoi. Et quand on sait Voilà. que quand il est physiquement Telles, quand il est cuit physiquement, c'est un mauvais joueur, tout simplement, comme n'importe quel joueur. Voilà, donc il y avait beaucoup de déchets. Après, il n'y avait pas que lui quand même, parce qu'il y avait aussi pas mal de passes ratées, de contrôles ratés aussi, de centres ratés au début du match. La transmission aussi, elle était assez lente. Les passes, ça jouait en petit rythme, il n'y avait pas beaucoup d'intention. Et après, il y avait Belenens aussi qui défendait bien aussi, le couloir central surtout, avec une bonne agressivité. Donc ça rendait un peu la tâche un peu plus difficile pour le FC Porto. Mais ensuite, ils ont monté un peu plus en puissance. On a vu que le FC Porto, il y avait plusieurs occasions, à l'image de Sergio Oliveira ou de Marega, qui ont eu quelques occasions franches. Et enfin, ça a découlé sur le centre de Otavio qui a permis à Suarez de marquer encore un but de la tête, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Et ensuite, Porto, il va accentuer la pression. Donc après, il y a le penalty un peu, un peu limite sur Rubé qui est pas sifflé, mais bon, ça c'est pour moi aussi, je l'aurais pas sifflé. Après, il y a aussi le but de refuser de Uribe, donc qui montre que Porto a accentué la pression. Après, par contre, en deuxième mi-temps, là, je suis plutôt d'accord avec toi, Alex. On a vu un Porto bien meilleur dans le jeu, surtout. Je pense que c'est surtout dû au premier but. Ça a permis un peu de libérer les joueurs. Oui, je pense aussi. Ensuite, ils ont réussi à marquer très rapidement le deuxième but. Ça a encore mis un peu plus de liberté dans le jeu. Donc, ils ont mis une situation un peu plus confortable. Donc, après, Conceição, il a décidé de faire entrer les jeunes. Donc, on a vu Fabio Vieira, Vital Ferreira, Fabio Silva, Diaz, Danilo, aussi d'autres joueurs. Et en fait, ils sont très bien rentrés aussi. Ça a permis d'apporter Fabio Vieira qui marque son premier but d'ailleurs sur un énorme franc. C'était pas un énorme coup franc très bien tiré, mais un très beau but. Déjà la semaine dernière, elle avait fait sa première passe décisive. Là, premier but, c'est vraiment très, très encourageant pour la suite. Après, il y a aussi la rentrée de Luis Diaz aussi, qui a fait une très bonne rentrée. Il a provoqué le penalty qui a été converti par Alex Telles. Et enfin, après, il y a, comme tu l'as dit, la fin rentrée. Il met un top but. Un top but, un golasso, ouais. Une frappe dans la lucarne. On l'a vu déjà dès le début de l'action Ouais. qu'il voulait faire ça. Ouais. Il aime bien dans ces buts-là. Hein. J'ai pas entendu, t'as dit quoi? J'ai dit, il aime bien ce genre de but de golasso, ouais, de Bastos, sous la barre. Il y avait le but contre la Roma, si je me... Vraiment, c'est quelque chose. Ouais. Si je me souviens bien. Trop fort, il est vraiment très fort. Hein. Moi, de toute façon, dès le début, dès son arrivée, on l'avait vu. Je le trouve très fort. Après, il est un peu irrégulier en ce moment là. Il est un peu en baisse de régime. Ouais, mais sinon, moi, je trouve que c'est un joueur que j'apprécie beaucoup et qu'il peut être intéressant pour la suite. Hein. Franchement, c'est un très très bon joueur et je pense pas qu'il va rester très longtemps. Parce que j'allais dire, est-ce qu'il va rester longtemps? Je suis pas sûr. L'année prochaine, ça, je pense, mais pas ensuite. Et oui, donc pour finir, c'est une très belle victoire du FC Porto qui permet de garder les 6 points d'avance sur Benfica et de filer vers le titre ouais. Et voilà. Donc après, je sais pas ce que vous avez confiant ce que vous en pensez. Sur la suite de la saison, il reste des victoires. Normalement, ouais, après on joue Tondel. On joue Tondel quand même. Après, il y aura Braga. C'est bon, Porto est champion, on faut arrêter là. Attention, on a battu Boavista 3-1, du calme, et encore en lice. C'est pas possible. Évidemment qu'ils sont champions. Alors, j'ai déjà porté l'œil à beaucoup de monde, mais là, je pense que. Non, mais là, c'est pas le chat possible. noir. S'ils sont pas champions, Jordan, gros. Ça va m'attraper, ça va faire une descente chez moi. C'est comme si Sporting dépassait Benfica, quoi. C'est pas possible. Sporting a plus de chances de oui, il y a plus de chances, mais c'est aussi un peu. C'est dire. Il y a très peu de chances. Hein, non, ça changera pas, ça va rester comme ça jusqu'à la fin. Oui, ça Porto campion. Alex. Ouais, voilà. Et oui, il faut parler aussi un peu de quand même. Il y a une petite histoire là sur le gardien qui a eu le Covid. Du coup, pas de gardien remplaçant du côté
de Belém SAD pour aujourd'hui. Non, Donc, dis juste ouais, Bessade. Ouais, Bessade. Donc voilà, c'est une petite histoire. On s'est retrouvé sans gardien de but du côté de cette équipe-là. Parce que le troisième gardien a été testé positivement, Jean Montero a été testé positivement au Covid. Et du coup, le second gardien a été en tribune. Je ne sais pas si lui a été testé ou pas. Et Kofi a joué tout match titulaire. Donc pareil, je ne sais pas si lui a été testé, mais visiblement oui, il a été testé négatif. Mais du coup, André Moreira, je n'ai aucune nouvelle. Et c'est bizarre de l'avoir mis en tribune du coup. Enfin, je ne sais pas si vous avez d'autres explications par rapport à cela, mais voilà. Il fallait en parler quand même. Ouais, non, enfin, on n'en a pas eu en tout cas, mais Ouais, ouais, c'est c'est vrai que bizarre, quoi, c'est bizarre. Mhm. Après, visiblement, lui aussi a été testé négatif, donc peut-être précaution, mais dans ce cas-là, pourquoi précaution et pas ton gardien titulaire? Enfin, Ouais, voilà. je pense que c'est juste qu'il fallait jouer le match, et dans tous les cas, ils se sont dit le gardien remplaçant ne rentrera pas. Après, ils auraient été malins s'il y avait une blessure, mais bon, au final, c'est pas arrivé. Ouais. On va passer sur le dernier match, la dernière équipe. Le match le plus important de la semaine, je peux le dire. Sporting qui joue dans 20 minutes. La défaite de Sporting. Contre Moulin. Comment? La défaite de Sporting, peut-être. Peut-être. La première, soit Moulin. Donc, ça joue dans 20 minutes. Sporting qui a gagné aussi son match dans la semaine contre Gil Vicente 2-1. On a vu une équipe du Sporting moyenne, enfin, qui semble maîtriser ce qu'ils font, mais quand même qui possède quand même quelques occasions, notamment il y a un poteau en début de match. Donc voilà, Jordan, je voulais avoir un peu ton ressenti là-dessus. Si tu sens que ton équipe progresse ou que tu vois que ça stagne un peu, si tu commences à avoir un effet à Mourinho, etc. etc. On est d'accord, on n'avait pas parlé du match de Gil Vicente. Bah non, c'était jeudi. Non, Ok, donc ouais. on est lundi. Oui, exact. Donc sur le match de Gil Vicente, ça représente un peu bien le Sporting de Amorim, c'est-à-dire un match plutôt maîtrisé, mais sans être flamboyant, même en étant très très loin d'être flamboyant. Après, dans les faits intéressants, c'est on a eu un premier match sans Jovane Cabral 90 minutes. Donc moi, c'est quelque chose que j'attendais tellement il surnageait, de voir un match sans lui, voir si on arrive à s'en tirer. Au final, ce qui s'est passé, c'est que Plata a assez bien récupéré le flambeau, on va dire. Il a fait son meilleur match d'ailleurs sous l'ère Amorim, même son meilleur match à Sporting tout court, on peut dire. On a vu la première de Thiago Thomas et la première de Joelson pour le plus grand plaisir d'Alex. Ouais, il a joué 2 minutes. Il a joué 2 minutes, il a tiré et un coup Borja est un franc. assassin, je voulais le dire. Voilà. Ça, on aurait peut-être pu voir le premier but de Joelson, mais bon, on fera ça. Peut-être qu'il jouera Borja, ce soir d'ailleurs. on a décidé autrement. Ouais. Parce qu'il faut toujours rappeler que Géraldès était blessé. Géraldès aurait très certainement commencé le match visiblement, mais il était blessé. Il est toujours blessé. Donc possiblement on pourrait avoir Joelson ce soir, selon la physionomie du match. Sur la compo de ce soir, on a quand même pas mal de changements, c'est-à-dire que Quaresma n'est même pas sur la feuille de match. Apparemment, ce serait pour du repos, mais bon, à vérifier que ce n'est pas une blessure, mais ce serait pour du repos et du coup, Neto le remplace. On a le retour d'Acuna, du coup, qui prend la place de Nuno Mendes, mais qui, lui, reste sur le banc. Et on a la première de... Quoique nous, il ait joué le premier match. On a la première de Battaglia post-Covid, titulaire, qui remplace Wendell, donc au repos aussi. Donc ça va être intéressant de voir ça. On a aussi le retour de Jovane Cabral, du coup. Ça va être même très poussif à la relance, je pense, honnêtement. Parce que quand tu perds la relance de Quaresma pour Neto, qui est loin d'être un spécialiste de la relance, c'est qu'en plus de ça, bon, tu as perdu Mathieu, maintenant c'est définitif. Surtout que Quaresma, j'en ai parlé un peu perdu. sur Twitter, c'était un peu le mec, le joueur qui apportait de la largeur dans la défense, il écartait bien, il transportait la balle, etc. Ce que ne fait pas du tout Borja, du tout. Et je vois pas Neto le faire. Donc c'est vrai qu'à la relance, ça risque d'être très compliqué pour le Sporting. Je suis d'accord avec toi. Déjà que c'était assez poussif sur les derniers matchs. Parce que je sais pas ce que tu en penses, toi, d'ailleurs, on n'en a pas parlé en off, mais depuis que Ristovski est dans le 11, Quaresma avait beaucoup plus de mal à la relance, côté droit en tout cas, par rapport à Camacho. Il a fait quand même quelques bonnes relances en début de match, j'ai trouvé. Mais... Il a cassé beaucoup de lignes, mais en fait, il a raté beaucoup de relances simples, tout simplement parce que Ristovski se plaçait mal, en fait, tout simplement. Et du coup, tu as le cumul de tout ça qui fait que, honnêtement, ça va être compliqué ce soir. Je pense surtout que Morin sur Amorim en parlait. Moi, je pourrais pas me souvenir du match honnêtement. Peut-être que Mathieu s'en rappelle, mais quand Amorim a joué Moreira du coup avec Braga, il avait parlé d'une équipe qui lui avait posé beaucoup de soucis avec le pressing haut. Et du coup, visiblement, s'il avait déjà eu des soucis avec Braga, qu'en plus de ça, on se tape cette défense qui risque d'être problématique niveau relance, c'est pas forcément bon signe.
Si je peux intervenir, oui. Je suis d'accord. C'est qu'en plus, il jouait devant avec donc Gabriel Zinho et Abreu, qui sont des joueurs assez puissants et rapides. Et le problème, c'est que tu vas avoir un Coates et Neto qui sont assez lents quand même. Et donc, et on a vu comme face à Gilles Vicente que le Sporting avait un peu de mal dans les transitions défensives en contre-attaque. Et j'ai peur qu'avec un Philippe Suarez, etc., qui va distribuer des très bons ballons, avec un Gabriel Zinho qui reste très performant dans les contre-attaques, j'ai peur que Sporting puisse concéder sa première défaite. Après, on en est loin, on va voir ce que ça donne. Mais ou même un nul en soi qui vaut une défaite. défaite. Je suis d'accord avec toi, ça risque d'être peut-être le match le plus compliqué sous les Ramos. Oui, c'est ça. Pour l'instant, s'il y a un match que je sens pas avant le match, en tout cas, c'est celui-ci très clairement. C'est surtout ça en fait. Après, devant, tu as le trio d'attaque au complet, qui est censé être le trio d'attaque titulaire. Enfin, depuis la blessure de Vieto, du moins. En plus de ça, oui, on en a pas beaucoup parlé, mais tu as Bataglia au milieu, qui remplace Wendel, qui est archi précieux. Donc, ça aussi, le meilleur, comment ça va se passer? En fait, il y a vraiment une accumulation. Ouais, c'est ça. Et Bataglia ne fera jamais le travail offensif que fait Wendel. Il ne transporte pas le ballon comme Wendel le fait. Il ne casse pas les lignes comme Wendel le fait. Enfin, il n'y a pas d'illusion à se faire là-dessus. Après, du coup, je pense que l'action, par exemple, l'action Plata-Wendel qu'on a eu sur le 1-2, là où Wendel loupe le face-à-face, Bataglia est incapable de le faire. C'est ça, même le coup franc qu'il a gagné pour Jovan quand Jovan met son coup franc, enfin tout ce type d'action-là, il est incapable de le faire. Après, je pense que du coup, autant quand c'était Wendel, Matheus Nunes, c'était Matheus Nunes qui était un peu plus back Wendel, là ça va être l'inverse, ça va peut-être libérer Matheus Nunes, mais c'est pareil, Matheus Nunes, autant, comment dire, sur son jeu de passe, etc., il casse énormément de lignes, autant balle au pied, il en casse très très peu, contrairement à Wendel, dont c'est le point fort. Donc, à voir, en tout cas, ce sera une toute autre animation, ça c'est sûr. On aura quelque chose de différent comment dire, des derniers matchs d'Amorim. Mais après, je reste curieux quand même parce que autant j'avais parlé de voir Sporting sans Jovan, on l'a vu, mais on avait aussi parlé de voir Sporting sans Quaresma et du coup on va le voir. Voilà. Au moins il y a ça. Mais pour moi, ça risque d'être problématique parce que limite, quand on en parlait en off, on se disait que le joueur le plus important de ce Sporting-là, ça ne veut pas forcément dire le meilleur joueur, mais le joueur le plus important, le plus irremplaçable en tout cas, c'est Quaresma. Il n'y a personne de son profil. C'est ça, il n'y a personne qui a son profil. Et c'est aussi le problème de Silas quand il voulait placer la défense à 3, c'est justement il n'avait pas Quaresma. Bon, il ne comptait pas encore sur lui. Et du coup, forcément, la défense à 3, c'était beaucoup, beaucoup plus problématique. Sachant qu'en plus de ça, comme on l'a dit, tu perds Mathieu. Donc, c'est doublement pire. Je suis d'accord. Vous avez quelque chose d'autre à rajouter sur le thème de ce soir? Si je peux rajouter sur le match dont tu as évoqué Jordan sur le match Saint-Maurice, c'est vrai que sur ce match-là, Saint-Maurice avait été surtout en deuxième période beaucoup plus actif à la relance et Braga avait eu beaucoup de mal. Après, c'était un Braga qui sortait de son match de Coupe de la Ligue face à Porto, donc la victoire en Coupe de la Ligue, et Robben Amorim avait quand même fait beaucoup tourner. Je crois qu'il y a eu 7 ou 8 changements sur ce match-là. Donc c'est peut-être pas c'est sûrement un match qui l'a mis en difficulté parce que c'est vrai que Amorim était revenu en fin de match et avait marqué un but et donc il y avait 2-1 grâce à deux premiers buts sur un gros travail de Tellingham. Et c'est vrai qu'ensuite, Braga a eu quand même beaucoup de mal à construire, à se procurer des occasions. Et donc ce match face à Montpellier, ça avait été un match plutôt compliqué, mais à nuancer avec tous les changements qu'il y a eu à l'époque. Donc voilà, ça reste une équipe qui, depuis le mois de janvier, reste sur une bonne dynamique. J'ai pas extrêmement bien suivi parce qu'ils n'ont pas affronté de gros. Ils ont affronté Guimarães, ils sont allés faire un nul à Guimarães qui trace une bonne performance. Ils ont gagné à Boavista aussi. Donc ça reste une équipe qui a des très très bons joueurs, moins bons que la semaine dernière, mais la semaine dernière est une saison extraordinaire pour eux. Ça reste une équipe qui avec peut-être s'ils avaient récupéré Ricardo Soares dès le début de saison, peut-être aurait été une équipe plus régulière dans les performances. Ça aurait peut-être, pourquoi pas aussi, comme l'année dernière, jouer peut-être les places européennes avec plus de concurrence que la saison dernière où ils avaient joué que la 5e place avec Guimarães, alors que là ils auraient joué quand même avec d'autres équipes d'un meilleur calibre. Mais oui, ça va être un match compliqué, je pense, et de toute façon, aller à Montpellier reste toujours un match très compliqué, quelle en soit l'équipe, même si elle est plus joueuse comme elle l'est depuis 2 saisons dernières, ou quand elle était beaucoup moins lorsqu'elle est revenue en Ligue 1 sur les saisons d'avant. Oui, c'est clair, ça c'est une des pelouses les plus compliquées. Ça, j'y avais même pas pensé, mais oui, c'est clair. Donc, juste un petit truc en plus, peut-être du coup qu'on aura la première d'Inacio ce soir, sa première convocation. Ouais, sur le banc. Donc pourquoi pas, peut-être pas. Et du coup, Thiago Thomas et Joelson qui continuent sur le banc, sachant que Pedro Mendes a sauté de la convoque. Ce qui est logique pour ceux qui ne regardent pas le foot.
Donc très clairement, logique. Pedro Mendes n'a pas l'air de compter pour C'est Amorim, logique, mais il y a même pas, c'est pas un scandale, c'est normal. Oui, non, même pour moi, c'est logique. Thiago on en a- Thomas est Voilà, peut-être 2 classes d'écart. On avait pourtant dit que c'était le Ibrahimovic portugais. la même coupe de cheveux là, Les apparemment. bras mais- m'en tombent. Bon, après, personne ne l'a jamais spécialement aimé ici, donc. Bah, justement, moi, oui, sur Twitter ou sur les réseaux sociaux. Ah moi, oui. Il y a une hype Pedro Mendes. Bah, je comprends pas. En vrai, Bah, c'est ça. en vrai, je l'explique en partie. C'est-à-dire que Et cheveux il y a eu longs le et tout. fait- Donc, il y a eu le fait qu'il, comment dire, Après Louis Chou, que c'est un peu Fé- long, les cheveux longs. il y a eu le fait que Felipe soit le seul neuf inscrit et qu'il n'ait pas été inscrit, et ça, c'est un scandale pour lui. Genre, peu importe son niveau, etc. Le fait qu'il n'y ait qu'un seul neuf inscrit et qu'il y ait un 9 en U23 et que tu ne l'inscris pas, et que derrière, en plus de ça, Felipe se pète, bah, c'était une décision complètement débile. Donc, il y a eu un peu ce côté-là. En plus de ça, quand il n'était pas inscrit, il avait joué en Europa League et avait fait une plutôt bonne rentrée. Donc, la hype s'est lancée. Mais peut-être au moment T, il est légèrement meilleur que Thiago Thomas, mais il a 4 ans de plus, quoi, tout simplement. Et niveau potentiel, il y a 36 classes d'écart. Thiago Thomas est très, 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 très loin devant. Et encore plus pour un profil Amorim. Et on l'avait d'ailleurs vu avec Kaiser qui avait préféré faire monter Pedro Marquez en A plutôt que Pedro Mendes. Donc ça veut tout dire. Et j'ai une petite question, Jordi. Étant donné que Thiago Thomas, il me semble, parce que j'ai pas pu voir le match de ça, il a pas joué vraiment avant-centre. Il a joué sur une position un peu plus plus sur. Il a, en fait, Ouais, je suis pas d'accord. J'ai pas vu le match, mais c'est parce que il me semblait que vous avez dit ça, donc c'est pour ça. En réalité, quand il est rentré sur la pelouse, il y avait encore Sporar. C'est pour ça. Donc c'était, en fait, on a commencé en 3-4-3 comme habituellement. Ensuite, il y a eu le changement de Doumbia, on est passé en 3-5-2 clair et net. D'accord. Et derrière, Ok. il y a eu l'entrée de Thiago Thomas. Et là, on est repassé en 3-4-3, mais ça reste quand même une dynamique légèrement différente. Mais techniquement, il n'était pas en pointe. Il était cet ailier 3-4-3 qui n'est pas vraiment un ailier, qui est une sorte de 9,5. Oui, on en a déjà parlé. Mais c'est pour ça, parce qu'étant donné que. Et après, il a fini en pointe, par contre. Sporar est sorti les D'accord. 5 dernières minutes. Bah, c'est l'entrée de Joelson, si je dis pas de bêtises. Joelson à la place de Sporar. Et du coup, les 3-4 dernières minutes, il a fini en pointe. Mais je sais qu'Alex n'est pas d'accord avec moi sur ça, mais du coup, ça m'a intrigué. Et pour moi, potentiellement, il peut avoir un profil d'ailier dans ce 3-4-3. Je ne dis pas qu'il serait titulaire dans ce 3-4-3, mais dans dans certaines situations, etc., ça ne m'étonnerait pas de le revoir. Et d'ailleurs, on a vu qu'il a libéré Sporar d'un coup et que ça peut être une association intéressante. Et même dans un 3-2 en soi. On a vu le 3-5-2, je 3-5-2. vois plus, mais je le vois pas du tout. C'est ça. Thiago Thomas dans un 3-4-3. Après, je peux me tromper. Mais Donc, après, ça reste intéressant de te dire que tu as quand même un gars qui peut être ton 9 remplaçant, qui peut jouer dans un 3-5-2 à côté de ton 9 titulaire et qui peut peut-être aussi jouer dans un 3-4-3 selon la situation. Ouais, parce que ma question, en fait, c'était de savoir, est-ce que tu penses que le Sporting doit quand même acheter un avant-centre, tandis qu'on n'a pas l'impression que Pedro Mendes compte, que le CUP revient des croisés et qu'il reviendra après, donc, bien après le pour mercato, moi, je pense. C'est limite le dernier poste à renforcer, c'est-à-dire Dernier que tu as poste, Sporar d'accord, qui est ok. titulaire, tant que tu as Felipe, en fait, tu vas pas t'embêter à recruter quelqu'un. Moi, je vois ça comme ça, en tout cas. D'accord. Après, imaginons, je sais pas, dans un monde parfait, forcément, si tu me dis que tu as la possibilité d'avoir Taremi, bah oui, j'adorerais avoir Taremi. Bah, j'ai pris un joueur plus fort que Sporar, donc, je dis, c'est mon avis, mais- Non, mais il est très certainement meilleur que Sporar. Mais vu les trous à certains, enfin, c'est même pas forcément des trous, mais vu les besoins à d'autres postes, le manque de moyens, etc., c'est limite le dernier poste à renforcer pour moi. Du moins, tant que tu as Felipe. Sachant que pour moi, après Felipe post-croisé, on peut pas savoir le niveau qu'il a. C'est pour ça. Mais Felipe pré-croisé, en sub, moi je le prends matin, midi, soir dans ce Sporting. Post-croisé, déjà, il est meilleur que Pedro Mendes. Oui, clairement. Non, mais c'est vrai, clairement. C'est pas plus mal. T'es méchant. Non, mais t'es méchant. c'est une hype que je comprends pas. Il a marqué beaucoup de buts en U23. Bah, c'est qu'il était trop fort pour les U23 et qu'il avait très plus limité l'âge d'y techniquement. jouer. Ouais. Il avait plus l'âge d'y jouer, tout simplement. Après, moi, j'ai toujours dit peut-être qu'il me surprendra. Ça, c'est autre chose. On Bien peut tous être surpris, Je pense que c'est avoir bonne vu chose quelque comme, chose, etc. On a le cas de Raphaël Léon qui nous a tous surpris, je pense. Mais Voilà, c'est comme ça. l'a dit Jordan, pour moi, le fait qu'il ait été bon en U23, après, je vais pas te mentir, je regardais pas les U23 de Sporting, mais il était beaucoup plus vieux et c'est comme si moi, tu me mets à l'école primaire en bas de chez moi, je vais leur mettre des petits ponts et marquer des buts, tu vois. Ouais, c'est ça. ouais. Surtout que c'est Ouais, la comparaison.
C'est un joueur très physique, Bon, etc. bon. Même Moi, j'abuse sur la physiquement, il comparaison, était- mais ouais, on en a un peu trop fait et la hype qui a eu lieu n'avait pas lieu d'être. Et par contre, une hype sur Thiago Thomas serait entièrement justifiée, si je puis me permettre. Le truc avec Bruno Mendes, c'est qu'il fait sa vraie top saison la saison dernière dans un championnat de 23 qui est pas encore, qui a un niveau qui était déjà bien moins bien que cette saison. Et cette saison, oui, il a fait quand même il a commencé, il a été performant, mais enfin, c'est surtout la saison dernière où il a été performant dans un championnat qui Non, reste en un vrai, championnat de il niveau a été D3, très, quoi. très- Donc, En vrai, il a été très performant cette saison-là aussi. C'est plus après, il a fait des allers-retours entre A, B, oui, etc. c'est Enfin, ça, A, U23. ça lise un peu mon analyse, mais Mais enfin, oui, oui, je vois ce que tu veux dire. je comprends. Enfin, il y a toujours ce biais du fait que tu performes dans un championnat de U23 où tu as quand même beaucoup de classes d'âge qui jouent et que lui, avait clairement, enfin, c'était déjà un 99 et Mais- par rapport à mais- tous ces jeunes-là, quoi. Alors Mais par que exemple, Joseph là- Fernandez, en 2003, sur. Donc, voilà. Mais- Par exemple, Bragance, la façon dont il surclassait les U23 pendant 6 mois, c'était beaucoup plus choquant. C'est-à-dire qu'il voyait juste qu'il était beaucoup trop fort techniquement, je trouve, etc. C'est différent de Pedro Mendes où non seulement, en fait, déjà de base, rien que physiquement, il est meilleur que tout le monde, en fait. Déjà, rien que pour ça, c'est à mettre entre guillemets ses performances. Voilà, les gars. C'est bon pour ce soir, je pense. C'est la Sporting dans 5 minutes. Alors, il y a des mentions spéciales. On avait aussi abordé, pour être transparent sur Bruno Fernandez, mais on s'était dit qu'on allait peut-être faire plus une émission plus complète sur lui la semaine prochaine, parce que voilà, c'est vrai qu'il va nous prendre beaucoup de temps, je pense. Et on voit que vu que le Sporting joue à 22h, on a voulu quand même laisser Jordan aller voir son match du coup. Donc on vous promet une grosse émission sur Bruno Fernandes la semaine prochaine. Donc voilà, j'espère que vous allez être présents. Et les garçons, si vous avez quelque chose à rajouter, c'est maintenant. Ouais, il y a une mention Spécial spéciale. ou pas Mention spéciale, vas-y pour les 5 dernières minutes. Vas-y Mathieu. Moi, mention spéciale, parce que je vais lui dire tout à l'heure, c'est sur la belle entrée d'Abel Ruiz. Il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu depuis qu'il est arrivé à Braga. Il a eu seulement une titularisation, c'était face aux Glasgow Rangers en Europa League au match aller. Donc là, il a eu quand même peut-être sa rentrée où il a eu plus de temps pour s'exprimer, à peu près 20 minutes, ça même, un peu plus de 20 minutes sur ce match-là. Et voilà, un but plus une quasi-passe décisive magnifique sur le 4ème but face à Aves. Donc ouais, c'est un joueur que j'aimais déjà beaucoup quand il était là, quand il était au Barça en jeune, et donc j'espère c'est les prémices d'une belle aventure du côté de Braga. Malheureusement, c'est vrai qu'on ne pourra pas voir tous ces petits trios quatuors que peuvent être avec Trinquant, puisque Trinquant partira dès la saison prochaine, mais je suis agréablement surpris, malgré le fait que c'était quand même face à un adversaire qui était assez faible, et il est entré au moment du match où c'était quand même plus compliqué pour Aves. Jordan, petite mention spéciale avant de te libérer. Du coup, moi, ma mention spéciale, c'est à tous nos auditeurs qui nous écouteront en rediffusion. Je vous annonce, il est 21h57. Thiago Thomas met son premier but professionnel ce soir. Super. Domptueux. Très domptueux un peu. Il va faire les croisés ce soir, merci Jordi. Le chat noir. Mention spéciale à nos confrères de foot-sur-7.fr qui ont comparé Luis Diaz à Kevin Monet-Paquet. Et aussi mention spéciale aux dirigeants de la SSE qui pensent que Porto va lâcher Luis Diaz en prêt, comme ça, voilà. Dédicace à eux, bisous à eux et très bonne soirée à tous. Moi, mention spéciale à l'un des meilleurs gardiens de l'histoire du foot, Iker Casillas, qui a vu son contrat se terminer la semaine dernière. Du coup, il va quitter le club. Et j'avais vu qu'il va peut-être devenir président de la fédération espagnole. Ouais, j'ai vu Donc, ça. un grand monsieur qui nous quitte le FC Porto. Moi, mention spéciale à Lloris Sesson qui est en train de se battre sur le terrain. Donc, je vous laisse voir ça Donc, ça va être une bonne ambiance dans le vestiaire, j'espère. Ah ouais, j'ai pas vu. Ouais. Je viens de voir ça là sur les réseaux. Ouais, Lloris, bien énervé. Donc voilà, je vous laisse voir ça sur les réseaux. J'ai hâte. Mais voilà, donc, merci à tous de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. Continuez à nous suivre sur les réseaux, sur notre site. Et on se dit à la semaine prochaine. Bonne soirée à tous. Et à bientôt. Merci à Ciao. tous. Soirée, ciao. Ciao. Bonne Ciao. soirée à tous.